Salut à tous, c'est Adrien aka Bill Bokeh pour Beatmaking France et Beats Up. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez courte, d'un petit quart d'heure je pense, pour vous présenter une technique de sampling. J'en ai déjà montré une dans Faisons un beat de A à Z, donc il y a un tuto qui est aussi disponible sur Beatmaking France et sur Beats Up. Mais c'était une technique qui manquait de précision, qui était rapide, mais voilà, qui manquait de précision. Celle-ci elle est un peu plus précise, on peut être encore plus précis. Et je ferai sans doute d'autres vidéos pour montrer d'autres techniques de sampling. Cette vidéo, ça va être aussi l'occasion pour moi de vous montrer, donc de faire d'une pierre deux coups, en vous montrant également une manière de faire des racks de percussion maison, entre guillemets, donc avec les moyens du bord. En l'occurrence, pour moi, ce sera une bouteille de vin vide, une casserole, des cuillères en bois, des bocaux plus ou moins vides de différentes tailles qui rendront des sons différents, une machine à écrire qui fait des sons assez sympas, et puis des cuillères en bois, des cuillères en plastique, des cuillères en métal, enfin un peu tout ce qu'on possède chacun chez soi. Donc pour cette partie-là du tuto, moi je vais utiliser donc le micro là qui me sert à me faire entendre, euh, donc qui est enfin je le précise donc pour dire quel micro il faut donc à peu près pour pouvoir enregistrer des percus de bonne qualité. Donc le mien me suffit largement. C'est un micro moyenne gamme, voire enfin bas de gamme de la moyenne gamme si on peut dire, et donc il coûte entre 60 et 70 euros. Donc c'est un micro AKG CCS D77S. Donc AKG CCS D77S pour ceux que la référence intéresse. C'est un micro qui permet difficilement d'enregistrer des voix propres, mais qui peut servir pour enregistrer certains instruments et qui est parfait pour les percussions. Il y a un petit bruit parasite de fond, mais c'est très négligeable. Quand c'est dans tout le reste d'un son, on n'entend pas, on a l'impression que c'est d'assez bonne qualité. Donc voilà, mais en tout cas ce tuto, même si vous n'avez pas le micro, il peut vous servir en tout cas à prendre connaissance avec la manière dont le drum rack fonctionne, puisque je vais l'utiliser, et puis également donc une autre technique de sampling sur Ableton Live 9, hein, je rappelle, qui est plus précise que celle que j'ai déjà montrée. Avant de commencer, je vais donc armer une nouvelle piste audio. Donc là, la piste 4, que je vais d'ailleurs renommer avec CTRL R, c'est ma voix. Donc voilà, on va l'appeler ma voix comme ça. Voilà, on voit bien que c'est une piste que vous n'aurez pas parce que vous enregistrez pas ma voix, mais que moi j'ai. Et puis ici, avec CTRL R, toujours, je vais la renommer, cette piste-là, et je vais l'appeler percu. Moi je prends toujours le temps de renommer mes pistes, enfin de renommer donc là mes tracks, ici les pistes je les renomme aussi souvent, et puis parce que après je trouve qu'on s'y perd sinon. Les pistes MIDI je vais les supprimer, deux pistes MIDI qui me mettent de base parce que j'en ai pas besoin. Et puis donc je vais armer la seconde piste sur laquelle je vais enregistrer mes percus. Donc avant de me lancer dans l'enregistrement, je vous précise que c'est important de bien séparer les sons qu'on va enregistrer, donc d'attendre quelques millièmes de seconde, hein, c'est pas la peine non plus de trop attendre, entre chaque son que vous enregistrez. Donc ça c'est une partie qui concerne seulement ceux qui enregistrent au micro, hein. Si vous enregistrez au MP3, donc vous n'avez pas cette partie là, mais voilà, si vous enregistrez au micro, veillez bien à attendre un petit peu entre chaque son, comme ça va faciliter la découpe, elle sera plus précise et elle sera plus rapide à faire. Et puis donc voilà, une fois que la piste est armée, hein, moi je mets mon BPM à 92, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, on peut lancer l'enregistrement en appuyant ici, et puis on va pouvoir enregistrer. Donc voilà, donc là on a une piste audio avec nos différents sons. Voilà, on la sélectionne, on sélectionne ici, et là voilà on a notre piste, donc on peut l'écouter pour voir un peu ce que ça donne.
On voit que en tout cas donc on voit que voilà les fréquences hautes donc qui représentent l'attaque de chaque son, elles ont l'air suffisamment distinctes les unes des autres pour que notre découpe soit précise et rapide. D'autant plus que moi là pour découper je vais pas enfin je vais faire ça assez grossièrement parce que le but c'est juste que vous voyez la manipulation mais pas de faire un son. Voilà, on va pas faire de son du tout d'ailleurs. On va juste découper. Donc voilà, je vais lancer l'écoute une première fois pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais pas la jouer jusqu'au bout, ça suffit, hein, c'est pas mal. Bon, on entend parfois des petits bruits de main et tout ça, mais comme je vous l'ai dit, donc là, on n'est pas obligé d'être aussi méticuleux qu'on le serait si on voulait vraiment faire une musique. Puis de toute façon, on pourra toujours chasser ces petits bruits parasites par la suite. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'à la fin, donc il y a le bruit de pièce qui est un peu plus long que les autres. Donc là, ici, je vais être encore plus, enfin, disons que je vais faire une découpe, je vais découper une partie de son beaucoup plus longue que les autres, mais c'est parce que c'est un bruit de pièce qui est plus long. Donc voilà, donc je me lance dans la découpe. Donc comment est-ce qu'on découpe, en tout cas une manière de découper, c'est de découper à l'aide des marqueurs warp. Donc les marqueurs warp, on les fait en double-cliquant dans la zone grise ici, située entre donc le champ où on a le spectre du son, et puis ici la zone un peu plus claire qui nous sert à démarrer démarrer l'écoute à partir d'un moment donné. Comme ça. Donc voilà, donc là on va pouvoir placer nos marqueurs warp, donc à chaque fois sur l'attaque du son. Si on veut être un peu plus précis, on peut toujours zoomer, hein, je rappelle, donc en cliquant ici, en tirant vers le bas ou vers le haut pour dézoomer. Et puis voilà, en plaçant double-cliquant, hop, on place nos marqueurs. Je les place voilà, où il me semble qu'il y avait un son qui démarrait. Parce que ici j'ai laissé, vous voyez, deux attaques, parce que c'est le moment où j'appuie sur la touche de la machine à écrire, le moment où je la relâche. Là, je sais plus exactement à quoi ça correspond, mais bon, c'est pas très important. C'est un moment assez fastidieux, le genre de moment dont on se passerait bien, mais qu'on peut pas éviter dans la production. Voilà, et enfin là j'arrive à mon son de pièce, je pense, je vais écouter. Je le prends par ici. Et à la fin, il me semble que j'avais un petit son de pièce qui tombe. Ouais, celui-là il est sympa, je trouve. Voilà, je vais le prendre comme ça. Donc voilà, une fois que notre découpe est faite, enfin que nos marqueurs warp sont posés, donc on va pouvoir procéder à la découpe. Donc comment on fait? On clique droit donc sur le champ du spectre, clic droit et découper en nouvelle piste MIDI. Non, je remonte, je fais un peu vite. Découper en nouvelle piste MIDI, pardon, c'est juste ici. Créer une tranche par warp marker. Donc il faut bien que ici donc ce soit cette option dans le champ, hein, et pas bar ou transient qui sont enfin l'une des deux est l'option par défaut, je me souviens plus laquelle. Donc vous mettez bien sur warp marker. Ensuite preset de découpage intégré et ensuite on appuie sur OK. Donc là voilà, il nous a fait notre découpe. Et donc il nous a mis un petit drum rack ici. C'est un drum rack, on peut les trouver ici déjà remplis et puis là sous la forme vide. Là il nous en a fait un un nouveau qui n'est pas encore enregistré. Puis je vais vous montrer par la suite comment on l'enregistre.
Et puis il nous a fait une nouvelle colonne ici, une colonne MIDI dans laquelle il nous a mis un petit clip. Et donc ici, attendez, je vais couper. Non, pardon. Si je vais couper, je vais me remettre sur ma voix. Et puis donc la piste audio de base, je vais la supprimer. Et donc il nous a copié ça, il nous a mis percu. Et puis donc c'est en fait donc les tranches jouées une à une pour que ça reproduise mais à notre piste audio. Donc c'est fait assez intelligemment hein, parce que vous voyez que donc les notes jouées n'ont pas toutes la même longueur pour respecter la longueur que les sons ont par rapport à la piste audio de base. Donc on repasse sur notre petit drum rack ici. Et là on voit qu'on a les tranches numérotées sur plusieurs banques. On peut circuler entre les banques ici. Hop là, banque 2, banque 3 qui n'est pas tout à fait complète. Et puis après les autres elles sont carrément vides. Et puis donc voilà, donc, on peut appuyer sur les touches du clavier. Et il nous joue bien les sons, même si vous avez une MPD branchée sur, comme moi. Donc les pads sont directement affiliés à des hauts sons. Là on remarque d'emblée donc ici que sur certains sons on passe dans le rouge, donc ça sature un peu, donc on va d'emblée mettre un limiteur pour éviter ça. Donc voilà qu'on va mettre ici un limiteur, donc qui se trouve dans Audio Effect, limiteur, donc il y a un effet qui va éviter que les fréquences qui étaient trop hautes donc dépassent ici le 0 décibel. Donc là, vous voyez que ça sature plus. Ça sature avant que ça entre dans le limiteur. Ici, dans le drum rack, ça sature. Et après être passé dans le limiteur, donc ici et ici, ça sature plus. Donc alors ensuite, donc on va regarder un peu comment fonctionne le drum rack. Donc alors ici, on a quelques options qui vont agir sur toutes les tranches en même temps. Donc attack, decay, sustain, release. Si vous ne savez pas à quoi correspondent ces options, il faut le savoir. Il y a un petit article là-dessus sur Beatmaking France, mais je vais vous résumer ça rapidement. Donc attack, sustain, decay, sustain, release, pardon. Donc qu'on résume souvent en disant la courbe ADSR. Donc les initiales de chaque paramètre. Donc ça gère les 4 étapes de l'oscillateur. Donc un oscillateur c'est donc un module qui produit un son. Donc ici on en a un puisqu'on entend un son, il y a bien un oscillateur. Et donc les 4 paramètres ici vont gérer donc les 4 étapes. Donc ici la première c'est l'attaque, donc on est habitué à ce mot-là, on sait à peu près tout ce que ça veut dire. Hein. C'est quand on appuie sur la touche ou le pad, donc le volume à laquelle le volume auquel le son va monter. Ici donc le decay, donc immédiatement après que l'attaque soit faite, donc le son il peut être un petit peu plus bas. Donc si on va avoir une attaque bien violente, le son sera plus haut quand on va appuyer que juste après, même si on maintient la touche. Donc voilà à quelle distance le son va être maintenu. Ensuite, pendant combien de temps le son va être maintenu, pardon, et puis à quel niveau il va être maintenu. Et puis ensuite, ce dernier paramètre, release, donc une fois qu'on a lâché le pad, combien de temps le son met à s'en aller. Donc ça c'est un paramètre qui nous intéresse assez. On va trouver notre partition de pièces qui était donc l'avant-dernier, donc là la tranche 45. Donc vous voyez qu'ici la tranche 45, dès que je lâche le pad, vous l'entendez, le son se coupe. Et si je veux avoir mon son en entier, de pièces, soit je laisse appuyer sur le pad, soit j'augmente le release. Là je touche plus le pad et il met plus longtemps à se terminer. Donc c'est bien, mais le problème c'est que le paramètre release ici, comme je vous l'ai dit, il va agir sur toutes les tranches. Voilà, et pourtant on a certaines tranches dont on ne voudrait pas qu'elles durent trop longtemps parce qu'il va y avoir des bruits parasites et puis le son est joué tout au début. Donc comment est-ce qu'on peut gérer les tranches indépendamment les unes des autres? On clique sur ce petit paramètre là pour commencer. Et donc là par exemple on va situer sur la tranche 1 celle-ci. Sur la tranche 2, voilà, là on a un son plus net.
Et donc là, donc ici dans cet onglet, on va pouvoir gérer le volume, le panning, donc le son plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, de ne pas la jouer. Par exemple, si on est sur un clip où il y a plusieurs sons et qu'on veut virer celui-ci, on clique là, ça va mettre mute. On pouvait aussi cliquer ici, ou de la jouer en solo. Si on est sur un clip où il y a plusieurs sons, toujours, ça va ne jouer que celui-ci. Voilà, donc ça le met en solo aussi ici. On peut également, en cliquant ici, donc sur le petit R, ouvrir un onglet qui va nous permettre de déposer un effet qui sera effectif seulement sur une tranche, donc très pratique. Et puis ici, on va pouvoir développer encore un peu plus le drum rack. Et là, il va nous afficher donc de notre tranche 2 précisément quelle tranche, quel échantillon nous joue donc la tranche 2 par rapport à tout le reste de la piste audio qu'on a enregistré tout à l'heure. Donc là, on peut réajuster si ça enregistre un peu plus longtemps, un peu trop, un peu pas assez. Donc on peut voilà, avancer ou reculer le marqueur de fin, le marqueur de début. Et puis on a quelques options très intéressantes ici. Mais donc ces options, pour certaines en tout cas, on peut pas les bouger. Vous voyez qu'elles sont grisées, qu'il y a un petit carré rose. Et donc ici, dans ce champ-là, qui souvent nous affiche des informations utiles à comprendre l'interface d'Ableton, ici il nous dit ce paramètre est contrôlé par la macro-commande release du rack où il se trouve. Donc en l'occurrence, le rack où se trouve cette tranche, c'est celui-ci. Et donc le paramètre release c'est celui-ci, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le paramètre release il gère le release de toutes les tracks, de toutes les tranches pardon. Donc en gros on va pas pouvoir gérer indépendamment le release de l'une de l'autre, mais en fait on va pouvoir contourner donc cette impossibilité en gérant, donc en ouvrant l'onglet des macros qui s'appelle l'onglet map ici. Donc en cliquant ici, ça nous ouvre l'onglet des macros, donc qui lie le paramètre release ici au paramètre release ici. Donc en cliquant sur le paramètre qu'on veut rendre indépendant, autonome, ça nous le sélectionne automatiquement ici, et il nous suffit d'appuyer sur Supr. Et là vous voyez que c'est plus grisé. Si on ferme l'onglet map, c'est plus grisé, il n'y a plus le petit carré rose, et on va pouvoir abaisser ou augmenter notre release seulement pour cette tranche. Donc très utile par exemple pour notre son de pièce qu'on voulait avoir en entier sans changer pour autant le release de toutes les autres tranches. Donc on peut faire ça évidemment sur tous les paramètres qui sont roses, là, qui sont grisés avec un petit carré rose. Et puis donc on va regarder un peu ce qu'on a ici. On a donc voilà le release de Sustain, le decay, l'attaque, comme tout à l'heure. On a Star donc qui va gérer le début du son, Lens qui va gérer la fin, donc Lens taille. On a aussi plusieurs filtres, pitch par exemple, un filtre ici on va l'écouter sur une tranche longue, par exemple sur le tranche 45. Donc voilà, si on active le filtre de la tranche 45, voilà. On a aussi ici encore un panning, donc pour mettre un son précis plus à gauche, plus à droite. On a une option supplémentaire par rapport au premier développement qu'on avait fait du drum rack, c'est un LFO. Donc je rappelle qu'un LFO c'est un effet dynamique, donc qui va nous permettre de pas seulement mettre le son ou à gauche ou à droite, mais de le faire passer de la droite à la gauche avec une vitesse plus ou moins grande grâce à ce paramètre, et puis avec ici RAND, donc random, le début du mot random, hasard, donc avec en faisant jouer un facteur de hasard. Donc le son passe brusquement de la gauche à la droite sans tenir compte du rythme. Voilà. Donc on a aussi un LFO qui peut gérer le volume, donc pour que le volume soit pas ou bas ou élevé, mais qui passe de élevé à bas, voilà, avec une plus ou moins grande intensité. Et puis voilà, on a pas mal d'autres paramètres, transpose pour faire le son plus grave ou plus aigu. On peut en mettre à 0 en appuyant sur la flèche. Hop, 0, detune. Enfin voilà, je vous conseille d'explorer ça, d'explorer un peu ça par vous-même. C'est comme ça qu'on personnalise vraiment un son, c'est ici que ça se passe, en tout cas avec le drum rack. Donc quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Si, une dernière chose. Donc je vais refermer tous ces onglets qu'on avait développés. Je vais même refermer celui-ci.
Euh, oui, donc une dernière chose, on peut sauvegarder maintenant notre son. Attendez, non, juste avant ça, je vais rajouter donc quelques effets qui vont donc avant de sauvegarder, quelques effets qui vont améliorer un petit peu la qualité des sons. Donc comme d'habitude, les effets qu'on utilise pour le mastering, le reverb. Toujours que le limiteur soit en dernier, parce que le limiteur il faut qu'il limite les sons, enfin le son en entier, même après impact des autres effets, quoi. Donc là sur le reverb, le reverb quand on l'utilise en mastering, on le met très faible. Donc là on peut écouter. Voilà, c'est toujours très léger. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelques bruits parasites, mais je pense que c'est à cause de mon micro. À mon avis, vous n'aurez pas ça chez vous. Et puis, quoi d'autre bah, on va mettre un petit ping-pong délai. Moi, je trouve ça sympa pour les sons comme ça qui sont très nets. On va le mettre léger, on va le mettre sur 2, et puis on va baisser le dry wet et le feedback. Et voilà, et puis une fois qu'on a ça, bah, on va pouvoir, enfin en fait, ça va pas sauvegarder les effets parce qu'ils sont pas mis dans le rack. Il faudrait les effets, il faudrait les mettre comme j'ai dit tout à l'heure, ici, en appuyant sur R. Mais bon, c'est quand même des effets de mastering, donc voilà, ça vous rappelle au moins, enfin, ça vous donne une idée de ce qu'on peut mettre par-dessus un rack de percu pour le personnaliser un peu. Donc en tout cas, pour sauvegarder ce rack, donc on appuie ici, comme d'habitude, comme pour sauvegarder n'importe quoi, hein, si on veut sauvegarder un preset de reverb, ou un preset de ping-pong delay, ou un preset de limiteur. Là on va sauvegarder un preset de drum rack, donc on appuie ici sur la petite disquette, sous-entendu sauvegarder. Et là, voilà, ça nous ouvre ici un drum rack qu'on va pouvoir renommer. Donc je vais l'appeler Percu 1. Voilà, ça nous sauvegarde ça. Et puis maintenant, quand on sera dans Ableton et qu'on voudra récupérer notre drum rack, et bah, on n'aura pas à faire de nouveau toute cette manip, mais il nous suffira de faire un glisser-déposer. De faire un glisser-déposer, je disais, et voilà, on a de nouveau tout ça, mais il faudrait encore ajouter notre limiteur pour pas que ça sature. Parce que là, on voit qu'on arrive dans le rouge, mais voilà, donc on a le drum rack qu'on a fait, sauvegardé. Et donc voilà, je crois que j'ai montré à peu près tout ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je pense que je ferai d'autres tutoriaux sur d'autres manières encore de sampler. On a déjà vu deux, j'en ai encore au moins 2-3 en tête. Et voilà, je vous réserve ça pour la suite. Donc salut à tous, et puis je vous souhaite de l'inspiration comme d'habitude.